Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomac, votre petite surprise du vendredi soir où ça parle de moto exceptionnelles, de personnages hors du commun. Je suis aujourd'hui avec Jacqueline et surtout avec Nicolas Dragère qui est éditeur lithographe. Tu as un univers, un environnement qui est assez fascinant avec cette vieille machine qui date du début du siècle dernier. Il y a des lithographies, des dessins qui sont absolument fascinants. Il y a un loft comme ça, moi j'adore ça. C'est aussi un raid dingue passionné de moto. On est devant une Sunbeam moto anglaise excessivement rare et tu vas nous raconter tout ça. Merci de nous recevoir, Nicolas. Merci d'être venu, ça me fait plaisir. Alors Nicolas, on ne vient pas à la Sunbeam directement comme ça, comme première moto. Ce qui est intéressant chez toi et chez d'autres gens, c'est que la moto, ça se transmet en famille, de père en fils. Déjà, petit, tu as baigné dans un environnement avec plein de motos. Ton père avait plein de motos. Tu me disais qu'il achetait des lots entiers de terreaux, de motos, bécanes, de machin. Tu as toujours baigné là-dedans, tu as vécu plein de choses avec eux. Ben oui, je suis d'une famille qui voyageait aussi beaucoup à moto. Mon père a eu pas mal de motos. On avait la chance d'avoir ma grand-mère qui habitait à la campagne et avec un grand jardin. Donc j'ai commencé à faire de la moto et sans pouvoir mettre les pieds par terre. À quel âge? Je sais pas, je devais avoir 12-13 ans. D'accord. Voilà, sur des vieilles motos, parce qu'il y avait des vieilles motos que mon père transformait pour faire du tout-terrain. Et donc, entre autres, des terreaux. J'ai commencé sur une vieille 125 Peugeot. Et puis après, moi, mes parents qui voyageaient aussi énormément. En fait. En moto, tous les deux? Tous les deux à moto. Donc, maman avait passé son permis moto. Ils sont partis faire un grand voyage en Algérie. Papa était parti avec une BM, une R75. Et maman, à l'époque, comme elle venait juste d'avoir son permis, elle avait une 125 Yamaha qui avait été quittée en 175 pour l'occasion. C'est génial comme histoire. Et toi, tu étais où là-dedans? Eh ben, nous, on était chez notre grand-mère. Ah, t'étais pas derrière eux dans un sidecar ou dans les sacoches? D'accord. Non, ils nous avaient abandonnés pendant un mois, pendant tout leur voyage en Algérie. C'est cool, ça abandonner les enfants, partez faire de la moto, c'est quand même… ça crée des vocations. Et en fait, toi, ton père a toujours été branché sur les motos un petit peu anciennes, en fait. Ouais, enfin, il les utilisait aussi beaucoup comme un moyen de déplacement, je veux dire, parce qu'il roulait tous les jours avec des BMW. Nous, en tant qu'enfants, il nous a toujours interdit de faire de la moto. D'ailleurs, on n'avait même pas le droit de faire de mobilette. D'accord. Donc, jusqu'au jour où ils ont appris que je piquais les mobilettes des copains, donc ils ont préféré m'en acheter une qui soit bien assurée. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et alors, du coup, tu as plusieurs motos dans ta collection. Tu roules beaucoup avec une R1200 GS parce que c'est la meilleure moto du monde, apparemment. C'est l'outil le plus polyvalent pour moi. C'est vraiment le couteau suisse. On peut partir demain matin et se faire 1000 bornes dans la journée. On arrive, on n'est pas fatigué. On peut aller faire du chemin. Voilà. Je l'ai vu, ta GS, elle est équipée, ça coche partout, la selle confort. Il manque la peau de mouton, mais sinon, c'est la vraie GS d'aventurier. Mais tu as, je dirais un peu par ta tradition familiale, et puis aussi peut-être parce que cet environnement très esthétisant dans lequel tu vis avec des machines. Je suis encore une fois fasciné par cette machine qui a plus d'un siècle avec tous les auteurs qui sont derrière toi, qui ont une vision, je dirais, sexy rock'n'roll, un peu de la moto, où la moto ancienne est un peu sublimée dans toutes les lithographies et les dessins qui t'entourent. Tu as quelques belles motos anciennes. On parlait tout à l'heure du musée de la moto anglaise de Birmingham, qui est un musée absolument fabuleux que je vous encourage à aller voir, et qui met en valeur le patrimoine britannique avec plus d'une centaine de marques à l'époque. On a eu la même chose en France, sauf qu'en France, on s'en fout. On culpabilise parce que c'est pas bien. Là-bas, ils mettent ça en valeur. Et dans ces marques, tu aurais pu faire un peu comme tout le monde, c'est-à-dire jeter ton Évolue sur une Triumph Bonneville ou une BSA A65, une Firebird, un truc comme ça. Et tu as préféré, en fait, aller sur une moto beaucoup plus rare qui est cette Sunbeam. Moi, je connaissais le nom, mais j'avoue que je ne connaissais pas vraiment les particularités de cette marque qui a coulé en 56. Ils ont commencé par faire des vélos vers 1915, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas. Il y a un mec important dans Sunbeam, c'est Edwin Pop, c'est ça, c'est l'ingénieur majeur de ça. C'est effectivement, en 54, c'est lui qui développe et qui propose, normalement au départ pour ABSA, la Sunbeam avec une conception un peu particulière d'un moto qui est c'est un 500 cm3, qui est un bicylindre en ligne, avec un embrayage à sec. Et voilà, donc, mais il propose en fait une moto qui ressemblait un peu à une Indian, un truc avec des gros pneus qui est très recherché aujourd'hui. Et donc c'est une moto qu'on appelait la S7. Moi j'en ai une que j'ai revendue il y a 2 ans. Bon après c'est un peu un camion à conduire, ça n'a pas un grand intérêt, le bruit était… Et voilà, j'ai préféré garder cette S8. C'est une S8, hein. C'est donc en fait c'est l'œuvre d'art absolue de Sunbeam, c'est la fin du règne. Ouais, c'est à peu près la fin, parce qu'en fait ils arrêtent de les produire en 54. Mais en fait, la S7 était celle qui était le plus collectionnée et qui est aujourd'hui encore la plus recherchée, parce que c'est celle qui est la plus rigolote au niveau ligne.
Après, à conduire et pour se balader, la S8 est bien mieux. C'est un peu légèrement plus puissant parce que c'est moins lourd, mais c'est plus agréable à conduire, malgré à piloter, malgré son petit guidon que j'ai. Ce qui est fascinant, c'est ce moteur avec ce bicylindre dans le sens de la route comme ça, on ne voit pas tellement ça ailleurs. Alors si, il y avait les 4 cylindres en ligne dans le sens de la route, des motos américaines des années 1920-30, etc. Mais chez les Anglais, c'était un peu unique d'avoir cette architecture mécanique. Ben oui, voilà, ils ont inventé ça. Bon, après, c'était pas ce qu'il y a eu de plus fiable en fait au niveau conception. Puis le refroidissement du cylindre arrière, Voilà, j'imagine donc aussi. c'est pas une moto, voilà, c'est une moto parfaite pour l'hiver et c'est pas une moto pour rouler en ville l'été, ça vous oubliez. Bon, après, il y avait aussi des problèmes d'arbres et de pignons qui faisaient que la moto c'était pas une moto super fiable et qui à l'époque d'ailleurs valait très très cher. Ce qui fait peut-être aussi pour ça que proportionnellement elle s'est moins bien vendue que ses concurrents. Et tu m'as raconté aussi qu'elle n'était pas si performante que ça, même replacée dans le contexte de l'époque. Le 500, il fait quoi, 25 chevaux, c'est ça? On est à 23 ou 24 chevaux. 24 chevaux. Ouais. Non, c'est pas, voilà, c'est plus le plaisir de rouler sur un truc qui vibre de partout, mais c'est pas une moto performante. Bon, après, en fonction de l'état de la route, on peut rouler un petit peu, mais c'est voilà. Mais tu me disais que tu as quand même fait des trajets à 110 avec et que ça vibre beaucoup, mais que le moteur, il les tient. Oui, on a les pieds pleins d'huile à l'arrivée, mais ça tient. Non, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Non, c'est voilà, comme toutes les motos anciennes, hein, on vérifie tout avant de partir. Il nous arrive souvent des histoires en roulant parce que sinon c'est pas drôle, sinon on n'a rien à raconter. Et puis à l'arrivée, on refait de l'entretien, un petit nettoyage pour pas qu'il y ait de l'huile qui coule partout encore et essayer de garder un bloc moteur à peu près propre. J'ai entendu qu'une partie de la transmission était composée d'éléments en bronze et que du coup ça s'usait vachement vite. C'est une légende urbaine ou c'est vrai ça? Non, c'était un des problèmes d'ailleurs sur la S7 qu'ils ont modifié d'ailleurs sur la S8 parce que c'était une moto que, comme elle était beaucoup moins lourde, en fait, on avait plutôt tendance à tirer un peu plus, mais effectivement c'était une pièce qui cassait très très souvent. Et ça se remplace? Ça se remplace. On a la chance aujourd'hui d'avoir chez les Anglais encore des gens qui ont récupéré en 56 tout le stock de pièces. Et qui aujourd'hui, vous allez sur Internet, on clique la référence et on l'a. Alors ça, c'est le miracle de l'industrie moto anglaise, c'est qu'on peut encore aujourd'hui rouler avec une Sunbeam et trouver la pièce qui vous manque et la faire. On va faire ça avec une Bocardo diesel, toi même en allant chez Peugeot chercher un moteur de 205 ou d'AX en fait, en vrai. Ça va être compliqué. Raconte-nous un peu, tu m'as dit que c'est une moto qui est vraiment riche en émotions. Il y a déjà l'émotion de la regarder parce qu'elle est sublime et elle n'est vraiment pas dans les codes classique de la moto anglaise. Moi, j'aime bien les petits macarons comme ça de réservoir. On a un peu ça aussi chez BSA avec de la bakélite un peu transparente. Mais voilà, ce moteur en ligne comme ça, il est fabuleux. En termes de sensations, tu m'as dit la sonorité, elle est magique. Et à conduire, tu vis quoi quand tu es là-dessus? Alors, bon, après, je triche un peu parce que j'ai un petit guidon. Donc ça d'origine, elle est plus... Il est un peu plus long. Il fait au moins 4-5 cm de plus, un tout petit peu plus haut. Moi, quand j'ai récupéré cette moto, c'est le guidon qu'il y avait dessus, et puis ça me va bien. En plus, pour la circulation urbaine, c'est parfait, ça, on passe partout. On est en plus sous les rétroviseurs. Mais, non, après, oui, c'est un peu sportif. Bon, après, il faut toujours aussi, quand on roule avec une moto anglaise, se dire que tout est inversé. Donc, on a la première en haut, les autres en bas. Et du mauvais côté. Hein. Et vous dites pas que c'est juste une boîte, c'est pas une boîte racing, c'est une boîte racing à l'envers. Voilà. Donc, voilà, après, ça freine, oui, comme beaucoup de motos anciennes, on ralentit. Le frein avant, il est, on va dire, quasiment inexistant. Le frein arrière, ça va à peu près. Bon, après, il y a du frein moteur. Faut juste... Comme beaucoup de mes motos, en fait, j'ai quasiment que des motos à cardan. Donc, c'est aussi la conduite d'une moto à cardan. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier aussi quand on roule. Et quand on rentre un rapport, ça peut changer. Voilà. D'accord. Au niveau des vibrations, ça communique avec toi? Ça se passe comment, ce type de moto? Oui, j'espère qu'elle va bien vouloir démarrer et qu'on va la faire tourner. On va essayer ça. Qu'on va la faire tourner après. Oui, c'est un moteur qui vibre énormément. C'est un moteur qui est suspendu. Donc il est accroché sur les S7 au départ. Les premières S7, en fait, il était plutôt monté en fixe. Et après, ils l'ont suspendu. Donc on a des cylindres blocs partout. Donc ça vibre. Voilà. Bon, là, j'ai changé récemment tous les cylindres blocs parce qu'avec le caoutchouc, malheureusement, ça vieillit mal. Mais oui, non, il y a des belles vibrations. Mais on a une selle qui est bien suspendue, donc ça compense. Tu as des motos modernes, on a dit, tu as une GS, tu as une Goldwing 1000, tu as du vieux flat. La moto anglaise, c'est quoi de plus, c'est quoi de différent? Après, je ne sais pas si c'est la moto anglaise en elle-même. En tout cas, cette Sunbeam. Ouais. Non, après, en fait, moi, c'est aussi... alors, on est un peu dans l'esthétisme. C'est vrai que moi, j'aime bien les jolies choses. Et en fait, c'est une moto qui est assez qui est en conception et en look total, qui est assez jolie. Il y a un bloc moteur qui est très pur pour une moto des années 50, qui est d'une simplicité absolue. Et voilà, moi, c'est plus sur le look que je suis. Plus sur le look, et puis sur l'histoire et la rareté. Je pense que quand tu arrives quelque part avec ça,
ça crée quand même un petit peu d'émotion autour de toi. On a l'impression de voir un peu la moto de Tintin, quoi. Ouais. C'est une moto qui est assez basse, qui a une conception un peu particulière. Le système d'amortisseur arrière, il est quand même aussi un peu particulier. On ne peut pas dire que ce soit vraiment suspendu non plus. Donc on est sur quelque chose, oui, on est sur un bel objet, mais un objet qui roule bien. Un dernier point qui peut peut-être susciter des vocations. Tu m'as dit cette moto, finalement, elle passe un peu sous les radars de la collectionnite. Il n'y a pas d'énormes spéculations autour de cette Sunbeam. On peut aujourd'hui, peut-être en Angleterre plus facilement qu'ailleurs, trouver une Sunbeam pour une somme très raisonnable. Alors, concernant les S8, même si elle a été produite un tout petit peu plus en quantité que la S7, c'est des motos qui sont moins recherchées. C'est des motos qui, en fonction de l'état, on va trouver, en mauvais état, elles vont être à 4 000, mais ça va être jusqu'à 6 000, peut-être 7 000 € grand maximum, quoi. Donc pour le prix d'une MT-07 sans le pot à Krapovic de jeune, j'ai ça. Voilà. Je crois que mon choix est fait. Après, bon, par contre la S7, qui est le modèle le plus recherché, là, on va tourner entre 10, 12, 13, 14 000 €. Mais bon, quand tu vois aujourd'hui que la moindre CB K0 avec les paillettes et le carter sable, ça vaut facilement ça, alors qu'il y en a eu des milliers d'exemplaires. Là, on est dans la rareté, on est dans le bel objet. Et puis, on va essayer de la démarrer parce que tu m'as dit qu'en termes d'émotion, c'était particulier. Merci d'avoir échangé avec nous. Merci d'avoir montré que la moto, l'art, etc., c'est un univers qui est très perméable de l'un à l'autre. On a vu de belles motos sur les affiches autour de toi. Merci de nous rappeler à quel point la moto anglaise, c'est faisable parce qu'il y a des pièces, parce que c'est pas si cher que ça, parce qu'il y a beaucoup de spécialistes. Ça tombe en panne, mais ça permet de se faire des souvenirs et de rencontrer des copains sur la route. Ouais, non, voilà, c'est vrai que de toute façon, de tomber en panne, ça fait partie de l'aventure. C'est comme en bateau, en fait. Les meilleurs souvenirs, c'est souvent les plus mauvais, quoi. Quand tu as coulé, quoi. Voilà. C'est ça. Mais merci. Là, on reste à flot. Merci encore, Nicolas. Merci de nous suivre sur Motomag. Dites-nous si les motos anglaises vous kiffez. Dites-nous combien de Sunbeam vous allez acheter après le visionnage de cette émission. Soyez prudents, on se retrouve bientôt sur la chaîne. Bisous sur le casque, à très bientôt.